Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce 105e webinaire par RH. Merci à vous toutes et tous d'être aussi nombreux aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est un petit peu sur toutes les lèvres. C'est l'intelligence artificielle et plus particulièrement l'impact que l'intelligence artificielle a sur les directions des ressources humaines. Alors, pour nous aider à y voir un petit peu plus clair sur ce sujet d'actualité, bienvenue à Jérôme Sullivan. Bonjour et merci de nous rejoindre. Jérôme qui est directeur de la veille stratégique chez Workday. Je vais te laisser te présenter dans quelques minutes, mais juste avant, un petit mot sur le sommaire et les modalités du webinaire. Donc, ce webinaire durera 45 minutes. Il sera composé de 3 grandes parties. Dans un premier temps, on posera un petit peu les bases, on donnera un petit peu de contexte. Ensuite, on verra pourquoi l'IA, c'est un sujet qui est crucial aujourd'hui pour les directions des ressources humaines. Et enfin, on verra les champs d'application, c'est-à-dire les solutions et comment l'IA, justement, impacte ces directions. Chacune de ces 3 grandes parties sera suivie d'un temps d'échange avec vous pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils d'interaction à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat dans un premier temps pour vous présenter et puis échanger entre vous pendant toute la durée du webinaire. En revanche, si vous avez des questions à poser à Jérôme, vous pouvez utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat en bas à droite de votre écran. J'ai fait le tour, donc, Jérôme, tout de suite. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es et puis nous présenter Workday ? Avec plaisir, merci de m'accueillir. Donc, Jérôme Sullivan, moi je travaille chez Workday depuis maintenant près de 8 ans dans les bureaux de Paris et ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le monde du SIRH et de la RH et ravi d'être là aujourd'hui. Si on parle de Workday au global, c'est un peu plus de 10 000 clients sur les offres RH et finance. C'est 70 millions d'utilisateurs dans le monde de ces solutions, autour de 20 000 collaborateurs dans le monde maintenant et un peu plus de 7 milliards et demi maintenant en termes de chiffre d'affaires. Ok, super. Je vois sur la slide que vous avez 10 500 clients, ça c'est au global. Ça c'est au global effectivement. Quand on parle aujourd'hui de Workday en France, on vient de fêter nos 11 ans de présence en France. Et Félicitations. et on est près de 300 collaborateurs aujourd'hui. Essentiellement à Paris, mais on a également maintenant des gens qui nous ont rejoints partout en France. Donc ça, on est très content de cette partie-là. Et en termes de clients, on a un peu de tout. Je pense que c'est ça qui fait la richesse. On a les clients historiques type CAC 40, Sanofi, Airbus, Kering, voilà. Mais on a également un client sur 2, 50% de nos clients en France sont actuellement en fait des ETI. Ok. Et qui soient des ETI, on en a un certain nombre à la French Tech, encore Store par exemple, mais on a également après des groupes un peu plus familiaux, très industriels, groupe Atlantique par exemple, qui vient de nous rejoindre sur le dernier trimestre. Et c'est ça qui fait un peu la richesse et la diversité de l'écosystème Workday aujourd'hui en France. Ok, merci. Et qu'est-ce qui vous anime chez Workday ? C'est quoi votre mission ? Alors notre mission officielle, elle s'appelle Forever Forward, c'est vous projeter dans le futur. Je sais pas, catapulteur de futur. Non, en fait, on a des convictions assez fortes chez Workday qu'on porte maintenant depuis presque 19 ans sur ce qui va faire le succès d'une politique RH quand on parle d'outils, parce qu'on est très humble sur l'apport qu'on a. On doit ça partir par des fondations solides. Donc cette idée de core HR maître, de gestion administrative internationale maître sur l'ensemble des systèmes avec une suite la plus large possible, que ce soit le talent stratégique, que ce soit la gestion des aptitudes et des compétences, que ce soit la planification des effectifs au sein d'une même suite. Ok, super. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette présentation. Donc, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le sujet. Donc, comme je l'ai dit précédemment, dans cette première partie, on va poser un peu de contexte. Donc, Jérôme, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'IA, c'est un peu plus qu'un effet de mode ? Alors d'abord, parce que l'IA, on en parle, les premiers papiers théoriques, c'est autour des années 80. Donc on en parle et on en rêve depuis très longtemps. Je pense que ce qui a changé, et c'est ce qu'on voit bien sur le schéma de droite du Gartner, c'est que en fait, le monde de l'intelligence artificielle, c'est énormément de technologie.
que ce soit des technologies de simulation, que ce soit des technologies de knowledge graph, savoir comment les choses se comportent les unes avec les autres. On a des choses basées sur les règles heuristiques, mais vraiment ce qui a changé, c'est l'explosion de la connaissance de l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Okay. Ça fait à peu près maintenant 15 à 16 mois qu'on vit dedans, qu'on pense que c'est extraordinaire, mais finalement ça ne reste qu'une arme de plus ou une flèche de plus pour faire une brique technologique pour faire plus dans la RH. Si par exemple les gens ont fait de la planification sous contrainte, l'IA c'est pas quelque chose d'inconnu pour eux. Les simulations de masse budgétaire avec les effets GVT, qu'est-ce qui part pas, comment ça se simule, y a rien de nouveau là-dedans. Par contre, donc ça c'est la continuité. La rupture, c'est la partie Generative AI, où là on arrive à d'abord avoir quelque chose qui va être qui va être présentable à tout le monde, pas juste aux experts métiers, et qui est capable de gérer une masse de données non structurées absolument phénoménale, de la résumer, de la transformer en conversation et de comprendre des intentions. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas auparavant. Donc ça, c'est la vraie rupture sur cette partie-là. Ok, et justement, plus concrètement, c'est quoi les domaines ou process RH que cette IA générative permet déjà ou va permettre de transformer sur le court terme. Ouais. Alors, sur le court terme, en fait, quand on regarde ce qui s'est passé sur le marché les 12 derniers mois, tout le monde a foncé dessus sur la RH. Comment j'aide quelqu'un à faire une offre d'emploi à partir des autres offres d'emploi du catalogue? Comment je fais de l'identification de compétences et du rapprochement de compétences, donc comment je l'intègre. Donc ça, c'était les premiers cas d'usage et c'est ceux qui sont sortis les plus vite. Donc ça, généralement, ils sont disponibles. Mais ce qui est vraiment intéressant maintenant, c'est qu'on est dans une deuxième phase où on va pouvoir être beaucoup plus imaginatif parce qu'on a une technologie qui est un peu plus mature aussi. Mais tout ce qui va être résumé de commentaires, tout ce qui va être description d'emploi, tout ce qui va être rapprochement de skills, ça, c'est des choses qui existent tout de suite. Ok. Et du coup, on accélère. On accélère. Je pense que ce qui a changé effectivement en un an, on est passé d'une vision de brique technologique à Generative AI. Je peux faire un chatbot conversationnel, je peux faire du résumé, je peux faire de l'analyse de texte non structurée dans mes enquêtes d'employee engagement. Là où on arrive et là où ça commence à être intéressant, c'est que maintenant on est capable de catégoriser ces différents cas d'usage entre ce qui va me rendre le travail un peu plus rapide, ce qui va me réduire ma charge mentale en termes, qu'est-ce qui va m'aider à faire mon travail. Donc, est-ce que j'ai plus besoin d'aller chercher dans des manuels, des fiches à côté sur comment on fait quoi. Et puis surtout, comment on va être capable de réinventer un certain nombre de processus RH. Qu'est-ce que le Generative AI, couplé avec les autres briques d'intelligence artificielle, me permet de faire. Donc c'est vraiment, on est capable de maintenant, je pense qu'on a une vision beaucoup plus claire de ce qu'on est capable de faire. Et donc on peut catégoriser les impacts. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le travail? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mes process? Mais aussi de lier ça à un degré d'acceptabilité. Parce que on le verra, c'est probablement un des enjeux aujourd'hui les plus importants. L'IA dans l'entreprise, comment je l'utilise, pas juste je l'utilise en tant que technologie, mais comment je la fais accepter en tant qu'augmenteur de capacité humaine. Alors, j'ai une petite question. Dans quelques instants, on va prendre vos premières questions si vous en avez sur le contexte, etc. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat. Mais en attendant, moi, j'ai une question parce que c'est vrai que cette accélération, ça peut faire peur à certaines entreprises. L'IA, parfois, ça peut être un frein. Donc, comment est-ce qu'on convainc les entreprises, justement, d'adopter cette technologie sans avoir peur? Alors, nous, on est très partisans d'abord du diagnostic organisationnel, où est-ce qu'il y a des choses qui méritent d'être améliorées, soit parce qu'elles créent des surcharges de travail ou des pics de travail, que ce soit des clôtures de fin de mois sur la paye, que ce soit pareil côté finance. Qu'est-ce qui génère aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être grandement amélioré? Et ensuite, pilote, tester. Tester soit sur une petite population, soit sur une population en type employé
manager, soit tester sur une population type RH uniquement, pour voir qu'effectivement, il n'y a pas juste, c'est pas juste la Fashion Week, un truc à la mode, mais il y a également vraiment du fond sur comment je change les process. Mais je pense que un des écueils à éviter, c'est d'y aller trop vite sans se poser la question pourquoi je le fais. Ouais. Donc ça, c'est vraiment voilà. Par contre, il faut commencer pour se rendre compte qu'effectivement, ça marche. Si vous utilisez Teams, vous utilisez Zoom dans votre vie quotidienne, il y a vraiment des choses rigolotes quand on fait les résumés et la prise de notes et la prise d'action. Donc il y a vraiment, on peut voir et toucher du doigt en fait le gain que le Generative AI est capable d'apporter. Merci pour cette réponse. Alors, on a déjà une question de Virginie qui te demande, Jérôme, on intègre l'IA dans le process de recrutement. En revanche, a-t-on des pistes de réflexion sur une manière de recruter autrement qu'avec un CV et une lettre de motivation? Sachant que les candidats font aussi appel à l'IA pour rédiger ces documents. Alors, sur la deuxième partie, je l'ai vu et j'ai quelqu'un qui m'a envoyé notre résumé d'entretien via Zoom. Bon, j'ai pas appris grand-chose, mais c'était bien de sa part de me montrer qu'il était fort sur les nouvelles technologies. Non, il y a également, effectivement, alors sur la partie mobilité interne notamment, et sur la partie détection de skills, ou en tout cas de compétences et d'aptitudes, il y a aujourd'hui énormément de travail pour pouvoir être capable de faire cette partie de matching au-delà du CV. Donc ça fait partie effectivement des pistes de réflexion, en tout cas que Workday y croit beaucoup, la skill-based organization, sur ce qu'on est capable de faire pour aller effectivement au-delà des biais, au-delà des gens qui savent utiliser la technologie pour faire un CV correctement ou pas. On a encore des mauvais CV. Donc là, oui, il y a vraiment cette idée de détection au travers des emplois, au travers de profils similaires, d'être capable de dire, on pense qu'il y a également toutes ces compétences qu'on est capable de sortir. Nous, on fait partie de l'association diversité où effectivement on travaille à cette partie-là pour aller au-delà du CV et travailler plutôt sur les compétences et les aptitudes parce que le CV est forcément biaisé. Merci Jérôme pour ta réponse. Merci Virginie pour votre question. On a une autre question de Corinne. Quel outil gratuit et sécurisé pour rédiger un résumé d'entretien? Alors, gratuit. Alors nous, on est très sécurisé, on n'est pas gratuit. Je ne sais pas. Un résumé d'entretien, il y a une version gratuite de Zoom. J'imagine qu'il y a une version gratuite de Teams aussi, où maintenant on peut juste utiliser ça pour effectivement enregistrer un entretien et ça sort un résumé avec les 3 points discutés, le ton de la discussion, ça c'est très intéressant. Et puis derrière, un transcript complet. Ouais, donc il y a les versions gratuites de Teams et de Zoom, et j'imagine qu'il y en a d'autres d'outils collaboratifs. Aujourd'hui fournissent ça en standard. Oui. Merci. On va prendre une dernière question avant de passer à la suite. C'est la suite de la question précédente de Virginie. Au niveau de la réglementation, est-ce que vous êtes transparent sur la manière de faire le matching? Alors oui, pour nous, en tout cas, c'est ce que Workday fait, mais c'est ce qu'on a vu aussi chez les autres éditeurs, notamment sur le recrutement. Un des freins à l'adoption de l'IA, c'est effectivement qu'on est sur une vraie boîte noire technologique. Donc, être capable de mettre en avant et de dire quelles sources de données j'ai utilisées, quels sont mon algorithme et quel est le poids que j'ai mis relativement à chaque source. C'est très important, oui, d'être opposable complètement à quel est ce matching et d'où ça vient. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un débat entre quel type de modèle je vais utiliser, des modèles propriétaires ou les modèles fournis par l'extérieur. On pense qu'aujourd'hui, sur certaines choses très spécifiques, pas niche, mais très métier avec des impacts réglementaires, typiquement le recrutement, c'est des choses qu'on doit être capable, Workday, de maîtriser entièrement pour éviter les hallucinations et être répétable, c'est-à-dire que le même avis soit donné avec les mêmes CV, avec les mêmes compétences derrière. Merci beaucoup. Merci Virginie pour votre question. Alors, tout de suite, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'adoption de l'IA? Alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a 3 choses qui font que l'IA est un sujet. Je vais peut-être commencer par celui du milieu, la pression externe. Tout le monde en a entendu parler, ça fait la une de tous les JT. On est en train de faire ce webinaire aujourd'hui. On a, en tout cas, les comités de direction
ont donné un mandat au DSI, au DAF, au DRH. Vous avez besoin de faire quelque chose. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une espèce de pression externe. Ah, il faut qu'on essaye parce que sinon, on va passer pour des gens à la ramasse. Il y a quand même un deuxième sujet, c'est celui de gauche, rester compétitif. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait déjà partie des outils, qui est disponible, et que certaines sociétés ont déjà déployé à large échelle, notamment sur la partie, par exemple, sur les parties Customer Services, tout ce qui est les chatbots, de répondre aux questions pourquoi ça marche pas ma télé. On a des résultats spectaculaires sur à la fois le taux de résolution, mais aussi sur le taux de satisfaction. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec la technologie, c'est ce taux de satisfaction. Parce que clôturer un ticket, c'est facile, mais clôturer un ticket avec un client satisfait, il y a un peu plus d'enjeux. Et puis, le troisième enjeu qui est probablement le plus dur à appréhender, c'est la rapidité du changement. Il y a 15 mois, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, c'est partout, c'est le sujet de discussion. Il y avait le salon RH américain HR Tech, 95% des exposants parlaient d'IA. Il y a Unleash la semaine prochaine, 95% des gens vont parler d'IA, et ceux qui n'en parlent pas, probablement vont être ignorés. Mais ça veut dire qu'on est vraiment sur une contrainte à la fois de j'ai besoin de le faire, faut que je le fasse rapidement, et les autres ont déjà commencé. Et est-ce que justement cette pression, parce que 73% des décideurs, c'est fort comme chiffre, cette pression, le fait que ce soit aussi très rapide, il n'y a pas un risque que les entreprises fassent parce qu'il faut faire et du coup fassent mal? Oui, alors ça c'était, il y a un sondage, enfin en tout cas une recherche Bain qui est sortie en début septembre et qui faisait l'état des lieux entre ce que les gens attendaient et ce que les gens ont perçu comme valeur sur leur prototype, sur leur projet d'IA, et c'était classé par grand domaine fonctionnel. Et on avait plutôt finalement une petite déception parce que les gens sont allés très très vite, ont commencé des pilotes technologiques qui marchent, sans se poser la question, est-ce que ça change vraiment la vie d'un manager? Ou est-ce que ça change vraiment la vie d'un salarié ou d'un responsable RH? Et c'est vraiment cet écueil-là de je fais un démonstrateur technologique, ça marche super bien. Est-ce qu'il y a un vrai cas d'usage derrière? Un des bons exemples de hype qu'on a eu à un moment, tout le monde dans le monde de la formation voulait le casque virtuel de Meta, puis après maintenant on voulait celui d'Apple, mais il était un peu cher quand même. Et on s'est mis à faire imaginer des façons de faire de la formation avec des casques virtuels à 3 000 €. Ça fait des super démonstrateurs technologiques. Il y a quelques cas d'usage niche qui marchent très très bien, mais dans la grande majorité des cas, l'immersif est peut-être pas encore la solution. En tout cas, voilà. Donc c'est ça un peu qu'il faut un peu éviter. Et puis il y a un domaine aussi très sensible. On expose une masse de données conséquente quand on fait de l'IA. Ouais. Et cette partie sécurité de la donnée, c'est aussi quelque chose à valider. C'est pour ça que les éditeurs ont pris un peu leur temps, parce qu'il y a des problématiques de data privacy, parce que c'était pas clair ce que l'Europe allait dire non plus. C'était pas clair ce que les Américains, ce que les Anglais, ce que les Australiens allaient dire non plus. Et donc on avait besoin de travailler sur un contexte législatif pour être sûr que finalement on ait un cadre qui nous permette de faire les choses sereinement, sans que le data privacy officer se tire les cheveux. Voilà, on est un cadre construit. Merci. Donc, voilà, on l'a vu, l'IA, ça va très vite, mais cela dit, il y a aussi des défis à prendre en compte. On revient en fait, effectivement, nous, on identifie 4 défis. Le premier, c'est la création de valeur. On en parlait, les gens qui sont allés très très vite, finalement, ont été un peu déçus. J'ai un gain de 5%, 10%, est-ce que c'est valable ou pas par rapport au coût informatique généré ou par rapport à la rupture de process et le change que je vais pouvoir mettre autour. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que j'ai vraiment un gap de valeur? Le deuxième impact, on en parlait un peu, c'est surtout sur l'acceptabilité. Comment je rends l'IA acceptable? Comment je la rends par rapport à la question de Virginie tout à l'heure, compréhensible et opposable? C'est-à-dire, je suis capable de donner une source de pourquoi cette recommandation. Et puis surtout, avoir aussi une idée de, finalement, est-ce que l'IA va prendre ma place ou pas? Qu'est-ce que ça remplace?
Donc ça, il y a cet impact de diagnostic organisationnel sur les process est super important. Le troisième point, c'est l'innovation. On est à la version 5 ou 6 de ChatGPT. Il y a 10 000 modèles qui sont sortis, Claude, Mistral, c'est bien, c'est des Français en plus. AWS en a, Microsoft en a, les éditeurs en ont. Il y a des copilotes ici. J'ai un copilote sans tiret, c'est Microsoft. Enfin, c'est tout le monde a. Il y en a eu partout. Ouais. Et ça a créé un peu de confusion. On arrive, j'espère, sur un plateau sur ce qu'on va être capable de faire, mais pareil, il y en a trop. Et puis le dernier point sur la confiance, on revient toujours à cette idée. Est-ce que l'IA, parce qu'au début tout le monde a entendu parler de la pizza au fromage, où il fallait mettre je sais plus quoi sur la pizza et la faire fondre, faut pas faire ça. Mais comment on contrôle les hallucinations des modèles et comment on s'assure qu'effectivement on a un résultat qui est viable dans le temps. Ouais. Merci. J'ai une petite question Oui. pour rebondir sur ce que tu disais sur le manque de confiance et le fait que certains collaborateurs ou managers ou peu importe peut ressentir une crainte que l'IA remplace son métier par exemple. Comment est-ce qu'on fait en tant que DRH pour rassurer ces collaborateurs-là? Alors d'abord il faut se former Ouais. pour essayer de comprendre effectivement qu'est-ce qu'il y a un peu derrière la technologie et qu'est-ce que ça peut remplacer ou pas. Donc il y a un certain nombre de choses que l'IA sait très bien faire et il y a tout un tas de choses où elle n'est pas très douée non plus. Mm-hmm. Donc c'est vraiment comprendre les technologies et comprendre là où il y a quelque chose pour pouvoir expliquer justement. Il y a énormément de pédagogie à faire sur finalement il y a quelque chose de nouveau, il y a une rupture, mais c'est pas la première qu'on a dans l'entreprise. Voilà comment elle va rendre votre travail plus simple. Donc effectivement, cette auto-formation est absolument nécessaire pour pouvoir après justement en discuter et puis pas se faire louvoyer par par le DSI qui va dire si c'est bien ou non c'est pas bien ou voilà. Être capable d'avoir une discussion sur la valeur créée plutôt que sur la technologie derrière, quel modèle je choisis. Mm-hmm. Merci. Alors, on va prendre les questions, vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous en avez à les poser dans la boîte à questions. J'en ai juste une avant. C'est quoi les risques pour les entreprises qui tardent à adopter l'IA sur le long terme? Alors, je crois que la bonne nouvelle, c'est peut-être remettre l'horizon temporel. Mm-hmm. Aujourd'hui, tout le monde veut y aller. On a quand même 2 à 3 ans, 5 ans pour faire ça proprement. C'est le temps de l'entreprise. On peut être beaucoup plus radical à essayer d'aller beaucoup plus vite, mais en termes de change management, en termes d'appropriation, en termes de projets à mettre en place, pour le faire correctement, on a encore un peu de temps. On a toujours cette dichotomie entre les éditeurs qui veulent aller très très vite et puis l'acceptabilité. On a encore des gens qui font du mainframe dans la banque et puis ça marchouille, quoi. Donc ça, c'est effectivement cette partie temporelle. Après, le risque, c'est plutôt une fois qu'on a transformé un certain nombre de métiers, un certain nombre de process, pourquoi reviendrait-on en arrière avec plus de manuels? Donc on a un problème d'efficacité. Et puis, lorsqu'on va vouloir recruter les gens, on va nous demander quels outils vous utilisez. Et si on n'a pas des outils qui vont les aider, peut-être effectivement, on va être un peu en arrière technologiquement, on va pas apparaître comme visionnaire, et donc ça peut avoir un impact aussi sur la partie recrutement. En tout cas, pourquoi je retournerai en arrière et pourquoi je le ferai manuellement? Merci Jérôme pour ta réponse. Alors, on a une première question de Pierre qui te demande quel est l'état des lieux du cadre légal au niveau européen et mondial. Alors, ça a été très flou. Oui. Il y a le AI Cloud Act qui a dû être signé la semaine dernière, ou il y a quelques semaines. Donc, on a enfin un cadre législatif pour commencer. Quand on a commencé à travailler sur l'IA, ce qui est marrant chez Workday, c'est que j'ai découvert, on a un bureau de lobbying à Bruxelles. On a 6 personnes qui ne travaillent que sur les sujets d'acceptation technologique. Et ça faisait partie du travail à faire. Effectivement, on a beaucoup d'éducation. Qu'est-ce que c'est comme technologie? Quels sont les impacts? Qu'est-ce qu'il faut essayer de comprendre? Et puis surtout, quel cadre on souhaite offrir pour pouvoir expérimenter derrière. Donc ça, c'est un travail aujourd'hui. Donc
on a un cadre législatif qui permet d'utiliser l'AI. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est toujours un truc en construction. On a fait le même travail en Angleterre, parce qu'on choisit de quitter l'Europe. Et puis on a le même travail aux États-Unis, puis on a le même travail aussi sur l'Asie, où on a voilà. Donc on commence à avoir des cadres législatifs qui convergent et qui permettent les usages. Voilà. Donc comme toujours en Europe, on préfère avoir un cadre et puis après on va aller dans le détail. Ça, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire, et la bonne nouvelle, c'est que ça avance plutôt vite et avec plutôt un consensus que c'est quelque chose qu'il faut essayer de ne pas brider. Ouais. Il faut contrôler, mais pas brider. Ouais. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Pierre, également pour votre question. Alors, on a une question de Dominique qui te demande, parce que tout à l'heure, tu disais qu'il fallait commencer par faire un diagnostic organisationnel. Est-ce qu'on risque pas de passer à côté de plein de petits usages du quotidien qui seraient sous les radars, entre guillemets? Aujourd'hui, il paraît que 50% des usagers de l'IA ne le déclarent pas. Oui, et c'est un problème. Non, effectivement, alors, il y a... Les dernières statistiques, c'est qu'une entreprise de 5000 salariés va avoir entre 500 et 600 applications, la moitié n'étant pas déclarée, IA ou non IA. Donc on retrouve, c'est le shadow IT que tout le monde connaît, les Excel, les add-ons que tout le monde a téléchargés, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le Generative AI, on est capable de détecter ces usages. Comment les choses sont faites? Parce que c'est capable d'aller creuser un peu plus loin. Est-ce que j'utilise des modèles Excel à côté avec des extracts de données? C'est peut-être pas idéal. Est-ce que j'utilise à côté un add-on? Donc il y a tout un tas de... On a une espèce d'auto-diagnostic permis par le Generative AI de se dire, ben voilà, ce process tel qu'il a été mappé et déclaré avec tous ses entrants, là il y a une poche un peu bizarre d'usage. Pourquoi tout le monde fait ça? Et pourquoi personne n'utilise l'autre outil? Okay. Donc oui, il y a des usages, des petits usages, il faut absolument... Enfin, il y a un risque de compliance, il y a un risque de data privacy. Et si vous demandez à vos départements CISO Security le nombre d'attaques que chaque société reçoit, vous serez surpris. Chez Workday, on a entre 3 et 4 000 attaques jour pour essayer d'aller chercher les données. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors après, on est exposé parce qu'on est connu, mais on a aussi les moyens de se défendre. Donc effectivement, au contraire, tous ces usages Shadow IT, maintenant que tout est dans le cloud, maintenant que toutes les données sont aspirées, là il y a un cadre, effectivement, et au contraire, il faut essayer de les rentrer dans le diagnostic, savoir comment on les remplace par quelque chose de cadré, sécurisé. Ok. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans la boîte à questions. Merci, c'est super. Arrêtez pas, surtout de poser vos questions. Mais cependant, vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Juste à côté des questions, vous avez un petit cadre avec une flèche. Donc voilà, votez sur les questions qui vous intéressent. Ça nous permettra de pouvoir faire le tri si besoin dans la dernière partie de questions. Je vous propose de prendre une dernière question et puis de passer à la troisième partie. C'est une question qui te demande comment vous accompagnez vos clients pour adopter l'IA. Est-ce que vous faites des POC sur leur sujet? Si oui, quel process? Alors, la première chose qu'on a fait, c'est énormément d'éducation. On a sorti une série de e-learning sur qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que le Generative AI et comment l'utiliser dans le monde de la RH et de la finance. Donc ça, c'était le premier volet. Être capable de faire de la formation et de l'awareness sur ce que c'était pour faciliter l'appréhension. La deuxième chose qu'on a fait derrière, c'est catégoriser l'ensemble des cas d'usage. Parce qu'au début, tout le monde se battait. Moi, j'ai 50 cas d'usage. Moi, j'en ai 27. Moi, j'en ai 100. Voilà. Nous, on pense que qu'est-ce que j'essaye d'atteindre? Donc, l'assister, accélérer, le transformer. Quel est mon degré de maturité pour faire ça? Et puis, derrière, une fois qu'on a décidé ça, quel est le process qui aujourd'hui est le plus pertinent? Donc, soit parce qu'il est déjà très en vogue et puis je peux essayer de l'améliorer de façon incrémentale parce que je prends pas trop de risques, soit j'ai envie d'être radical. Et donc, l'activation des services de Generative AI et d'AI se fait process par process. Donc, ce qui permet d'avoir effectivement une démarche de pilote. Généralement, alors on en a sur la partie recrutement, toujours sur la partie notamment screening, quand il y a beaucoup de volume, et puis sur la partie performance, parce que finalement, les gens voient tout de suite l'impact. Tiens, génère-moi, à partir des 3 dernières performance review, à partir des 3 derniers goals saisis,
qu'est-ce que je peux faire derrière. Okay. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à tous pour vos questions. Alors, je vois qu'il y a 19 votes sur la question d'Alison, 9 sur la question de Renaud. Donc, je vous propose de prendre la question d'Alison et puis on prendra les autres à la dernière pause de questions puisque le temps file quand même. Donc, Alison et 19 autres personnes veulent savoir sur quel domaine, activité spécifique liée au recrutement, l'évaluation des compétences ou encore la mobilité interne, l'IA a déjà démontré une forte valeur ajoutée. Alors, je gardais mes chiffres pour après, mais je vais les sortir tout de suite. Non, effectivement, le recrutement a toujours été parce qu'il y a des contraintes de fort volume, parce qu'il y a énormément de choses qui sont mises en jeu dans la partie évaluation. Aujourd'hui, avec les solutions Workday, je prends l'exemple de General Motors. Ils ont diminué le temps de screening, donc la partie évaluation des CV, en utilisant l'IA et les recommandations de l'IA, en regardant les compétences de l'emploi et les compétences décrites dans le CV, ou en tout cas perçues dans le CV, 70%. Donc on est sur un gain significatif des temps de traitement quand on a un fort volume. Toujours sur le recrutement, le deuxième exemple, c'est Pfizer. Donc on est plutôt là cette fois dans la pharmacie, où cette fois, eux, ils ont voulu mettre l'aspect sur la partie aide au choix pour le manager. Donc, comment on l'aide, comment on lui montre les points forts, les points faibles, et comment on le guide finalement dans sa sélection à lui. Et eux, Pfizer, c'est 34%. Donc, on est quand même sur des gains significatifs, 1/3 à 2/3 par rapport aux durées moyennes. Donc, oui, sur le recrutement, il y a finalement sur chacune des étapes, on en parlera justement dans la section d'après. Je vais y revenir. Ok, merci beaucoup. Merci Alison également pour votre question. Donc, sans plus attendre, passons à la troisième partie sur les champs d'application qui sont a priori sans limite. En fait, c'est ça qui est rigolo finalement avec la partie Generative AI, c'est qu'on est capable de réinventer des choses où finalement on se met plus de limites parce que avant on avait été limité par quelle capacité de calcul je suis capable d'avoir, etc. Et finalement, avec les AWS, Azure, Google Cloud, il n'y a plus de limites. Donc, la puissance n'est plus un problème. Et puis, on sent quelque chose sur la partie Generative AI où la vraie valeur, finalement, elle est dans l'interconnexion. Et donc, on a des copilotes, on a des agents, on a des chatbots qui parlent et qui vont surtout se parler entre eux. Donc, on a aussi une ouverture dans les solutions, par exemple au sein de Workday, tout le monde parle à tout le monde, mais également avec un écosystème de partenaires. Comment je suis capable de transmettre de l'information à quelqu'un d'autre. Et cette partie-là, finalement, est assez rigolote parce qu'on peut réinventer les process. Un petit peu comme on avait vu pendant la phase à la mode de la RPA. On avait des bots qui parlaient à des bots, mais il manquait la partie Generative AI pour les rendre intelligents. Et finalement, maintenant, on n'a plus cette limite-là. Ouais. Et ça rend on peut réinventer complètement des process. Et d'ailleurs, quelle belle transition. Non, après, si on regarde effectivement quand on regarde les 3 grandes catégories telles qu'on le fait chez Workday, accélérer les process, réduire la charge mentale ou transformer les processus métiers, qu'est-ce qu'on met derrière comme capacité? Sur l'accélération, pour nous, c'est tout ce qui est création et synthèse et tout ce qui est automatisation. Est-ce que je suis capable de remplir automatiquement un début de ticket à partir des données qui m'ont été entrées dans la fiche employée? Est-ce que je suis capable de faire une synthèse sur la partie description de poste? Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, parce que j'ai commencé là-dedans il y a 20 ans. On a un outil qui fait du rapprochement de job catalogue. Si vous avez déjà fait votre catalogue d'emploi, vous essayez de le déployer, et puis tout d'un coup, quelqu'un crée un autre emploi qui est exactement le même, mais parce qu'ils n'ont pas eu le temps, parce qu'il fallait créer une offre d'emploi tout de suite dessus, ou parce qu'ils ne savaient pas, ils n'ont pas cherché. Et bien, Workday fait le matching. Et vous dit, mais en fait, ces 2 emplois, c'est peut-être les mêmes. Donc peut-être qu'on peut rapprocher et simplifier cette partie-là. Donc là, sur un travail qui était très manuel, on a finalement une inversion de la charge de travail et une accélération. La deuxième partie, qui est sur celle du milieu, la charge mentale, notamment quand on a soit des processus qui sont un peu rares, soit on a des utilisateurs qui sont pas là tout le temps, ou pas finaux, qui sont finaux mais pas finaux.
comment on peut réinventer la façon de naviguer dans une solution. Donc ça, on peut le faire parce que les interfaces conversationnelles comprennent les intentions et sont capables de faire des rapprochements. Et puis, on est capable, si je pose ma question dans mon chat, est-ce que je peux ouvrir mon ticket directement si je suis pas content de la réponse, ou est-ce que je peux avoir de l'information contextuelle qui va être intégrée dedans. Et puis finalement, la partie transformation, c'est vraiment la coordination de services, l'optimisation de process. Il y en a un que j'aime beaucoup qui est le Workday Optimize, qui regarde les process gérés dans Workday, pas partout, et qui définit là où il y a des améliorations possibles, ou en tout cas là où il y a des exceptions par rapport au process. Est-ce que cette étape que j'ai dans mon process, elle est utilisée moins d'1% du temps? Pourquoi? Est-ce que c'est une étape de trop, ou est-ce que c'est une étape nécessaire parce qu'elle correspond à une exception RH que j'ai besoin de tracer, ou est-ce que je peux simplifier mes actions? Donc c'est vraiment, une fois qu'on a catégorisé ce qu'on voulait faire en termes d'objectifs, après on peut regarder quelles fonctionnalités sont à disposition. Et notamment, alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la couleur de l'année, ça va être le violet à paillettes, puisque sans se concerter, l'ensemble des prestataires de services ont décidé que l'IA serait violette et que son symbole, ce serait des petites paillettes. Et c'est bien parce que finalement, on sait exactement maintenant quand je vais dans un outil, quel qu'il soit, si je sais, c'est l'IA qui est derrière. Et cette IA, maintenant, on va me dire, mais qu'est-ce qu'elle veut générer? Donc, on va avoir des indicateurs visuels qui vont me dire, tiens, finalement, tu es en train d'utiliser l'IA, voilà ce qu'elle utilise comme source, et voilà le résultat, est-ce que tu veux le changer, pas le changer? Donc ça, c'est un exemple d'accélération, et voilà, on le disait au tout début, être très clair quand est-ce que je vais l'utiliser ou pas. Sur la charge mentale, c'est toute la navigation conversationnelle, donc là, on aime ou on n'aime pas les chatbots, mais ils deviennent de plus en meilleurs. Et puis surtout, on est capable de les intégrer dans des barres de recherche pour comprendre l'intention et passer du contexte. Là aussi, c'est pareil. Plutôt que se retrouver dans la fiche, où est-ce que c'est, mettre un outil supplémentaire, une Digital Adoption Platform, voilà, on va pouvoir le faire directement via l'outil. Mais finalement, et c'est peut-être là la partie la plus rigolote, et c'était la question tout à l'heure sur le recrutement, un process de recrutement classique, identification du besoin, sourcing du besoin, sélection des CV, screening, passage des entretiens, et puis génération de l'offre. Si on prend les deux premières briques, accéléré, assisté, on va pouvoir intervenir sur l'identification avec la rédaction de l'offre augmentée. On va pouvoir intervenir sur la sélection avec une présélection basée sur les compétences. Et puis sur la partie entretien, nous on vient de déployer chez Workday la partie auto-scheduling des entretiens à partir du calendrier. Donc ça oblige à avoir un calendrier à jour, mais ça veut dire qu'on évite aussi tous les allers-retours et surtout en expérience sur le candidat, lui il peut choisir tiens, je prends ce truc-là et ça génère automatiquement. Donc on est capable d'accélérer et d'assister. Là où on a eu, et c'était les chiffres que j'ai partagés tout à l'heure, avec les briques Generative AI Dialscore de Workday, l'ensemble de ces process, en fait, finalement, sont une espèce d'alimentation continue. C'est-à-dire que les agents AI, l'agentic AI, fait du sourcing continu, fait du screening continu, fait de l'identification de besoins continu et me propose. Donc, on a vraiment cet renversement de charge de travail qui me dit, voilà ce qu'on pourrait faire, voilà comment on peut aller plus vite, voilà des CV tels qu'ils sont déjà disponibles avec 2 mois d'ancienneté, etc. Donc, c'est vraiment cette transformation et cette accélération qu'on est capable de faire, et on a des gains type General Motors 70% sur la partie screening, ou le Pfizer c'est les 34% sur la partie finalement sélection, entretien manager. Merci beaucoup Jérôme. Alors on va faire la dernière pause de questions. Donc, alors je vois que certains ont déjà commencé à voter. N'hésitez pas à continuer pour nous aider à savoir les questions qui vous semblent les plus pertinentes. En tout cas, celles auxquelles vous voulez une réponse absolument. Vous avez déjà commencé à le faire avec la question de Cédric notamment. Sur quelle activité RH il y a le plus fort taux de satisfaction de l'usage de l'IA? Alors, on l'a sur les tâches les plus mondaines finalement, les tâches les plus récurrentes, les plus celles qu'il faut faire tout le temps. Okay. Donc tout ce qui va être détection d'anomalies en utilisant de l'IA classique,
l'exemple que j'ai donné sur le catalogue d'emploi, parce que ça, c'est quand même c'est pénible. La même chose sur les catalogues d'aptitudes et de compétences. Donc tout le travail qui généralement nécessite une armée de stagiaires, on est capable finalement de le faire dans un laps de temps très très court et on a des résultats plus que satisfaisants. Ouais. C'est-à-dire on divise le temps de traitement par 10 ou 15 et on a un catalogue d'emploi, un catalogue des compétences, un catalogue des aptitudes qui sont très très propres. Ok. Et après, sur la partie screening, notamment quand il y a du recrutement avec fort volume, là aussi, les gains sont juste phénoménaux. Okay. Merci beaucoup. Merci Cédric pour votre question. On a une autre question de Renaud. Comment sécuriser l'utilisation de l'IA dans les RH dans le cadre de l'IA Act et de la RGPD? Alors, notre approche, on a la chance dans Workday d'avoir tout dans Workday et on est capable, quand on veut activer un service d'IA, de dire quel service et quelles données je souhaite mettre en œuvre. Donc, on est vraiment à la maille la plus fine pour toujours s'assurer qu'on ait le consentement, que les choses ne sortent pas de Workday. Donc après, on a une couche technologique qui fait que les données ne sortent pas. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Si on met les données et qu'on les envoie à un autre système pour qu'elles soient traitées ailleurs et qu'on les renvoie, on n'est plus dans le cadre de la data privacy telle qu'elle est définie. Donc, il y a tout un travail technologique. Et puis après, il y a un travail de dire, d'avoir un choix très explicite au niveau granulaire de la donnée. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je veux utiliser? Qu'est-ce que je ne veux pas utiliser? Et puis finalement, après, le cadre réglementaire qui reste mouvant malgré tout. Mais je pense que sur la RGPD, on commence à avoir un peu de recul et on a pour l'instant rien vu où personne ne prend une amende sur cette partie-là. Sur les AI Act, on va voir là, avec la nouvelle commission qui s'installe. Mais des discussions initiales qu'on a, on devrait être plutôt on devrait continuer à être OK. Conforme. En tout cas, voilà, le plus conforme possible. Et c'est déjà bien. Mais c'est un domaine très mouvant et effectivement, on a du monde qui s'occupe de ça parce que à suivre, c'est compliqué. Merci beaucoup. Alors, on peut prendre une question de Alison qui te demande, qui rebondit sur l'exemple que tu donnais de Pfizer tout à l'heure. Peut-on en savoir davantage sur l'action concrète de l'IA ayant permis d'aider les managers à la prise de décision? Oui. Alors, recommandation, donc un premier tri, et avec une extraction de quels sont les points forts et les points d'attention à donner directement aux managers. Donc en fait, plutôt que leur donner une liste de questions, voilà, vous allez évaluer les valeurs de l'entreprise, vous allez évaluer la capacité à prendre une décision, on met en avant, on est capable de personnaliser par rapport aux attendus de l'entreprise, par rapport aux attendus de l'emploi et par rapport au profil du salarié qui a passé les premières étapes de screening, sur quels sont les points à vérifier. Donc c'est vraiment cet accompagnement de comment je fais un entretien qui ne soit pas un entretien générique, mais un entretien personnalisé par rapport au candidat et par rapport au poste. Donc on est vraiment, voilà, on ne passe pas à côté de quelque chose. Et puis après, dans le pré-screening, il y a un calcul d'adéquation, de score d'adéquation qui peut être activé ou non, qui permet d'aider aussi à dire, voilà, sur les 15 premiers, voilà les 5 que je veux voir d'abord. Et voilà les 5, comment je peux aller, quels sont les plus pertinents et puis quelles sont les questions pertinentes à leur poser aussi. Merci beaucoup, Jérôme. Merci Alison pour votre question. On a une autre question de Marion. Oui. Que peut faire l'IA dans le domaine administratif? On dispose déjà d'un SIRH avec gestion du temps de travail. Peut-on améliorer encore les choses? Moi j'y crois. Moi je pense que le vrai potentiel de l'IA, en tout cas au-delà des choses talent, recrutement, il est vraiment sur la partie gestion administrative. D'abord sur le diagnostic des process. Ensuite, sur la détection d'anomalies de temps, elle est super forte, plus forte que toutes les règles qu'on a pu configurer dans une gestion des temps, dans une gestion de planning. Et puis, là, il y a une partie sur la partie les diagnostics d'emploi. Enfin, il y a vraiment énormément de choses sur la partie corps.
Un exemple qu'on a eu dans une société d'assurance, en déployant uniquement sur la partie core le chatbot, moins 30% du nombre de cas ouverts, de tickets RH. Donc ça, c'est sur une partie core, sur les questions de gestion administrative, les questions de de gestion de données personnelles, les questions de mes données d'emploi, mes données de rémunération, etc., mes avantages sociaux. Il y a un vivier alors déjà de satisfaction parce qu'on répond aux questions beaucoup plus vite, et puis surtout derrière un gain à ne pas répondre à des tickets dont la réponse a été fournie. Donc il y a tout un tas à la fois jouer sur comment je suis capable de répondre à mes questions sur un scope GA, GTA, comment je suis capable d'optimiser mes process, est-ce qu'il y a des choses qui vont bien, est-ce qu'il y a des choses qui vont pas bien, et toute la partie détection d'anomalies, d'incohérences entre les datas qui sont passées parce qu'on a fait une mise à jour batch et qu'on n'a pas déclenché les traitements. Ça arrive. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de choses. Merci beaucoup. Le webinaire touche à sa fin et moi j'ai encore 2 petites questions à poser à Jérôme avant de nous quitter. Je suis désolée qu'on n'ait pas eu le temps de répondre à toutes vos questions qui étaient toutes très intéressantes, mais je vous invite à continuer la discussion avec Jérôme ultérieurement. Les 2 questions de la fin, c'est le coup de com' et le coup de cœur. Très rapidement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton coup de com'? Alors, pour le coup de com', on vient de lancer notre étude donner les résultats d'une étude sur le mal-être au travail, le burn-out, qui justement utilise notre solution d'employee engagement et utilise l'IA pour pouvoir aller sur la masse de données. On a aujourd'hui 12 millions de points de référence et ça permet d'identifier quels sont les inducteurs ou quels sont les drivers de cette partie-là. Le lien va être partagé dans le chat juste à l'instant. Voilà. C'est un exemple concret de comment on est capable d'utiliser l'IA sur une masse de données énorme pour derrière en sortir des enseignements RH. Okay. Et le coup de cœur? Alors, le coup de cœur, c'est Éric Bellion. Alors, Éric Bellion, pour ceux qui s'intéressent à la voile, c'est le skipper de Comme un seul homme et de maintenant de Stand as One, qui est un bateau qui va aller faire le Vendée Globe Challenge dans quelques semaines. Workday est partenaire. Et la raison pour laquelle on a choisi Éric Bellion, c'est qu'il a une approche autour de l'inclusion et du handicap et une approche sur l'innovation frugale qui, pour nous, ont vraiment résonné en tant que projet d'entreprise chez Workday. Donc, il a une super histoire. Il a un record de tour du monde avec des handicapés et des valides depuis 2010. Il a fini 9e en 2016 du Vendée Globe. Et là, il repart et l'histoire est géniale. Donc, on va tirer un nom au sort, puis on vous l'enverra si vous êtes d'accord pour partager votre adresse pro. Super histoire. Et puis, soutenez-le, Stand as One, départ dans quelques semaines de Vendée. Merci pour ce partage. On vous invite à lire les livres. Et merci surtout à toutes et à tous. Merci Jérôme d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. On espère que ce webinaire aura pu répondre à toutes vos interrogations. Et on vous dit à bientôt. Merci, à bientôt. Bonne journée.